un genre de TEDx à Paris. Oui. On m'avait invité pour parler de ma réussite en Afrique. Et quelque chose que j'ai dit à l'audience, c'était une audience principalement composée des diasporas africaines. Et je leur disais, mais en fait, est-ce que vous êtes au courant que genre, vous ne pouvez pas vous lever un beau matin et dire, je vais aller sauver l'Afrique. L'Afrique ne dort pas. Il y a Bah, des non. talents incroyables, d'accord. Il y a des jeunes qui font plein de choses, qui bougent. Donc, il y a de la compétition déjà sur place. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Let's go! Bonjour Béa. Bonjour Aboubakr. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Nous sommes contents de t'avoir sur le podcast. Belle discussion en amont. Tout d'abord, peux-tu te présenter à notre audience pour planter le décor avant de rentrer dans la discussion? Oui, alors écoute, je vais commencer par te remercier déjà pour cette invitation. Je te remercie aussi pour le début de conversation qu'on a eu il y a quelques jours. Et effectivement, ça m'a encore plus, si tu veux, donné envie de participer à ton émission parce que je me suis rendu compte qu'on avait quand même pas mal de points en commun sur les questions de développement personnel. On est tous les deux des grands passionnés à ce que je vois. Ouais. C'est pour moi d'être avec toi et d'être avec tous ceux qui vont nous écouter et nous voir. Je m'appelle Béatrice Blondin-Diop. On m'appelle Béa, parce que Béatrice, c'est un prénom qui fait très années 50. Je ne veux pas qu'on m'appelle Béatrice. Après ça, que vous dire, je suis une Sénégalaise qui a grandi en France. Donc, j'ai quitté le Sénégal, j'avais 6 mois. Donc, j'ai vécu 30 ans en France. Je suis française, maman de 3 enfants, mariée. Je suis chef d'entreprise. J'ai fondé une agence de communication et d'événementiel corporate en 2017 à Dakar. Voilà, donc je suis passionnée de toutes les questions de soft skills. Je suis une épicurienne. J'aime la vie, j'aime la vie. J'en apprends déjà un peu plus sur toi, ça pourra nous permettre d'un peu plus ébaucher et détailler dans ton histoire et dans ton processus de vie, déjà ce changement de rentrer au Sénégal après 30 ans de vie. Mais j'aimerais revenir à une question basique que je posais souvent au début de ce podcast, que je pose de moins en moins, mais qui se prête, je pense, à notre discussion. À quel pourcentage penses-tu aujourd'hui être toi-même, la Béa profonde dans ta vie de tous les jours? Je dirais je suis au moins à 50% parce que j'accepte plus celle que je suis. Je suis dans une démarche de toujours m'améliorer, mais j'accepte pleinement en fait celle que je suis aujourd'hui. C'est vrai que l'acceptation est souvent une phase clé dans ce processus-là, de plus vouloir être quelqu'un d'autre, de plus vouloir faire comme les autres, entre guillemets, même si on est des êtres sociaux. Donc on essaie un peu d'être un peu similaire. Mais l'acceptation et la reconnaissance de qui on est, je pense que c'est le premier step vers un épanouissement. Et je pense qu'on pourra le voir au fur et à mesure aussi qu'on parlera de ton histoire. Tu dis que tu pars en France à l'âge de 6 mois et que tu fais toute une énorme partie de ta vie même en France. Quels sont tes souvenirs de cette enfance-là? Alors moi, comme je t'ai dit, mes premiers mots, mes premiers pas, j'ai tout construit à Paris. J'ai vécu dans un environnement assez éclectique. J'ai grandi dans un quartier qui était plutôt bobo. Donc, pas beaucoup de personnes de ma communauté dans mon quartier, mais ça n'a jamais été un problème. J'ai toujours été très épanouie. Je suis une personne très sociable. Donc, je garde vraiment de ma vie en France de très bons souvenirs. Et je pense que c'est en partie ce qui fait ma richesse d'aujourd'hui, le fait d'être franco-sénégalaise et donc d'avoir des codes français sur certaines choses, mais j'ai acquis aussi des codes sénégalais maintenant parce que ça fait 8 ans que je vis à Dakar. Et le fait d'avoir les deux et de me sentir aussi bien d'un côté que de l'autre, je pense que c'est
C'est ce qui me définit aujourd'hui et c'est ce qui fait ma plus grande richesse. Ouais. C'était quoi un peu tes centres d'intérêt un peu à l'adolescence dans cette phase un peu lycée et comment tu envisageais à cette période-là ton futur? Lycée, tu risques d'être très surpris parce que au lycée encore, je voulais chanter, moi. Non. J'ai toujours adoré chanter. Je me suis persuadée d'avoir une voix, mais alors je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais on me demande souvent en famille de chanter. Ah J'ai bon? toujours aimé chanter. Oui, j'ai toujours aimé chanter, j'adore chanter. Et donc oui, je me voyais très bien dans ça, mais on m'a tout de suite fait comprendre que c'était pas une option Ah pour mince. moi. Tu comme brises les rêves naissants. Mais non, donc ça, c'était vraiment une passion. Mon centre d'intérêt, mes centres d'intérêt, c'était tout ce qui touche à la culture, donc que ce soit le théâtre, le cinéma. C'est vrai que c'est d'ailleurs des choses qui me manquent ici à Dakar parce que le Sénégal est quand même réputé pour, pour ce côté culturel, mais je pense qu'on est encore loin de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Il n'y a pas tant de théâtre que ça. Il y a pas, enfin, le cinéma, on a un pseudo-cinéma. Enfin, de ce Ouais. côté-là, il y a encore de choses à faire. Et pourtant, ce qui est contradictoire, enfin, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les acteurs culturels sont là. Mais oui, je m'intéressais vraiment à tout ce qui est culture, avec une très très forte passion pour le journalisme, parce que mon père travaillait au CISTI, qui est l'école de journalisme ici à Dakar. Oui. Donc, n'ayant pas vécu avec mon père, je m'intéressais beaucoup à ce qu'il faisait, et c'est pour ça que lorsqu'il a fallu choisir quoi faire après le bac, je me suis tout de suite, sans me poser vraiment de questions, dirigée vers le journalisme, et j'ai fait une école de journalisme. Et tu parles de ton père et les personnes qui te suivent verront aussi que il y a beaucoup, tu parles souvent aussi de tes enfants. À quel point et qu'est-ce que ça représente en fait la famille pour toi? Est-ce que c'est un besoin vital? Clairement. Non, ma famille, c'est tout. Alors, si tu veux, moi, je suis issue d'une famille de parents séparés. Mhm. Donc j'ai pas eu la chance de vivre avec mes deux parents. J'ai vécu avec ma maman, qui a d'ailleurs assuré comme jamais. Je, je suis toujours très admirative des mères célibataires. C'est pas facile, surtout en plus quand on a une chipie à la maison comme j'ai pu l'être là. Vraiment un big up à ces mamans célibataires. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, donc j'ai comme un devoir pour moi que de donner à mes enfants ce que j'ai pas eu la chance d'avoir. Donc, je fais tout, mais alors je mets vraiment tout en œuvre pour qu'ils aient ce cocon familial-là et que jamais ils ressentent ce petit manque que j'ai pu sentir moi en grandissant. Et puis même au-delà de ça, je veux dire, mes enfants m'apportent tellement en termes de bien-être, c'est-à-dire que même quand je les regarde, bon, pas tout le temps, je vais te dire la vérité, mais la plupart du temps, quand je regarde mes enfants, pour moi, Oui, c'est waouh, exceptionnel. j'ai fait ça, c'est moi qui ai mis ces petits êtres-là au monde. C'est tellement beau, c'est tellement. Donc, enfin, voilà, je me dis que enfin, je dois tout faire pour eux. C'est tellement, ils m'ont tellement complété. Ils m'ont tellement complété, c'est ça le bon mot en fait, que je me dois en fait de tout faire pour eux. Et voilà, ma famille, c'est vraiment tout. Quand je dis ma famille, c'est pas uniquement mes enfants, il y a aussi mon époux. Ah, ok, oui. Accessoirement, non, je rigole. J'ai un vrai partenaire, c'est-à-dire que bien souvent, on relaie un peu le papa au second plan, mais moi, j'ai un vrai partenaire de vie. Il est là au quotidien, il participe à tout. On a souvent cette image-là où on sort un peu le papa entre guillemets, de cet amour, de ces émotions-là, et on est un peu dans une période où on se rend compte, que les hommes prennent de plus en plus leurs responsabilités de ce côté-là émotionnel, d'être là et d'être présent et pas juste d'être une entité forte et là, et je trouve générationnellement, moi, je regarde mes amis
un peu plus âgés que moi, je vois que c'est une mentalité qui est en train de bouger, où on prend les choses un peu plus avec intelligence et bon sens, si je peux dire. Et c'est au fond, dans le fond, je pense que c'est ça qui est normal. Mais Euh, oui, souvent, on félicite les papas justement qui font leur part, mais j'ai envie de dire, c'est juste normal en fait. bah oui, C'est ça, ils font leur part. En fait. Chacun a une part dans la famille et je pense qu'il y a aussi un côté culturel là-dedans. C'est vrai que on a tendance à dire que le papa est le chef de famille, mais l'organisation en tant que telle dans la maison, etc., on délègue beaucoup à la maman. Et ça, c'est un modèle pour moi voilà, qui est un peu dépassé. oui. Et souvent, on me pose la question, mais comment tu fais pour allier toutes ces casquettes, femme, mère, épouse, chef d'entreprise, etc. Et en fait, la réponse, elle est toute simple, c'est que j'ai un partenaire de vie, je ne fais pas tout ça seule. Si j'avais été seule, ça aurait été extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Oui, oui. Et aujourd'hui, si j'arrive à faire plusieurs choses, c'est parce que il y a une personne à côté de moi qui a décidé de partager ma vie. Donc, on partage tout ensemble. C'est ce qui permet d'équilibrer, on va dire. Oui. Et c'est un équilibre vital. Ça, sinon, ça nous pousse à faire des concessions sur des choses qui sont ultra importantes. Je parlais avec quelqu'un qui a, je dirais son nom, qui est un grand chef d'entreprise qui avait vraiment dirigé des multinationales et qui, lui, c'était un homme et qui n'a pas eu le temps de passer ce temps-là avec ses enfants. Et lorsque j'ai déjeuné avec lui, il m'a dit, mes enfants ont fait les plus grandes universités du monde. C'est un polygame. J'ai payé leur mère, leur salaire pour qu'elles restent à la maison avec eux. Mais aujourd'hui, je me rends compte que mes enfants sont instruits, mais ils sont pas éduqués. Wow. Et quand il m'a dit ça, j'ai ressenti un truc pas loin du cœur brisé. Mais c'est fort de dire que, en fait, je suis allé chercher tout ça, toute cette réussite-là. Je les ai mis dans les plus grandes universités du monde. J'ai créé tout pour qu'ils aient besoin de rien, mais ils m'avaient pas, moi. Et aujourd'hui, quand je les regarde, ils ont la quarantaine et je vois qu'ils ont un vide d'un côté et je vois qu'ils sont instruits, mais ils sont pas éduqués. Je pense que c'est ce qui nous fait peur à tous, hein, parce qu'on est là à courir derrière l'argent, comme dit l'expression. Oui. Mais finalement, il ne faut pas se tromper de combat, quoi. On est d'accord, on a besoin de travailler pour subvenir à nos besoins. On a besoin de travailler aussi pour différentes raisons. Moi, je sais que j'aime ce que je fais, j'ai choisi mon activité. Donc on peut dire que oui, c'est aussi finalement devenu un besoin. J'ai besoin de ce moment-là où je fais focus sur mon activité, sur ce que j'ai choisi et ce que j'aime. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment quand même de nos enfants. Et c'est là où tout à l'heure je parlais d'équilibre. C'est très difficile à trouver. Hein. C'est pas une mince affaire. C'est très difficile à trouver, surtout quand on a plusieurs enfants en plus. Il faut faire avec et puis il faut trouver le temps. C'est ça. Trouver le temps. Et je voulais justement arriver sur cette notion-là de temps. Qui en fait aujourd'hui avec le Covid, moi j'étais un peu plus imprégné sur le mood en France. Je sais pas comment ça s'est passé au Sénégal, mais j'ai ressenti une profonde réflexion en fait de tout le monde en tant qu'une énorme communauté d'une quête de sens. Tu parlais de vouloir faire que ton activité que tu aimes, ton activité que tu fais, ce que tu as envie de faire. À quel moment en fait est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie à toi où t'as eu un déclic? Est-ce que c'était une lecture? Est-ce que c'était une rencontre? Est-ce que c'était une discussion qui t'a poussé à te dire, mais en fait, il faut que je fasse ce qui me plaît dans ma vie? Oui, je pense que je m'en suis rendu compte. Il y a un moment où je m'en suis rendu compte, mais j'attendais finalement ce fameux déclic. Et le déclic, il est venu vraiment à un moment où je m'y attendais pas du tout. Je savais hein, que tôt ou tard, j'allais prendre la décision d'entreprendre. Mais tu veux, ça s'est présenté à moi comme si il n'y avait pas d'autre option, quoi. Comme si c'était. Comme si tu étais dos au mur. Voilà, c'est ça. Enfin, pas vraiment. Oui. Alors, je vais t'expliquer. Parce que je ne veux pas trop tirer en longueur dans l'histoire. Mais je vais essayer de t'expliquer en résumé.
Quand je suis arrivée à Dakar, moi, j'ai tout d'abord rejoint un groupe de presse ici, Mhm. où je suis restée quelques mois. J'ai préféré après quitter le groupe de presse parce que c'était pas vraiment ce que je recherchais en termes de médias. Mhm. Et j'ai rencontré une jeune femme sénégalaise qui s'appelle Mamcode Doudien, qui avait obtenu une licence de télévision avec thématique. Donc la thématique, c'était la jeunesse. Et c'était la première en Afrique à décider, si tu veux, de créer une chaîne dédiée aux enfants. Et quand je dis en Afrique, c'est vraiment les 54 pays. Hein. C'est Ah moi, ouais, ça m'a. Quand elle me l'a dit, je me suis dit non, c'est pas possible. Mais c'est si, en fait, étonnant. sur tout le continent, jusque-là, les programmes que les enfants regardaient, c'était TJ, Piwi, Boomerang, enfin voilà, toutes ces chaînes-là pour Gulli. enfants. Mais Mhm. il n'y avait pas de chaîne africaine pour enfants. Donc c'était vraiment énorme. Enfin, pour moi, ce qu'elle faisait, c'était vraiment énorme. Donc quand elle m'a proposé de rejoindre son staff, en fait, elle m'a Mhm. dit, écoute, moi j'aimerais, enfin même pas son staff, en fait, de m'associer à elle. Elle m'a proposé de m'associer à elle pour développer cette chaîne. Ça a été ma première aventure entrepreneuriale. Je suis arrivée sur le continent africain en 2013, c'est ça. Je suis arrivée au Sénégal en 2013. Avant cela, je n'avais jamais envisagé entreprendre. Je n'avais pas d'autres dans ma tête, c'est-à-dire que le schéma, c'était études, euh, Boulot, job, retraite. voilà, cadre sup, de quoi pouvoir épargner, retraite, that's it. Mhm. C'était vraiment le schéma classique, quoi. Vraiment, je disais, on veut avoir un bon job, bien rémunéré, c'était ça le goal. Mhm. Mais à aucun moment, j'avais imaginé que j'étais capable d'entreprendre et surtout qu'il y avait des personnes de ma génération qui le faisaient. J'avais pas d'exemple autour de moi, quoi. Donc, c'est quand je suis arrivée au Sénégal que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs et puis des personnes qui arrivaient à vivre justement de l'activité qu'ils avaient créée. Oui, oui, Donc, oui. Odoo, quand elle m'a proposé ça, au début, j'étais un petit peu frileuse parce que je me disais, bon, je viens d'arriver ici, il ne faudrait pas non plus que je dépense toutes mes économies, mes maigres économies Oui, là-dedans. En même temps, j'étais tellement emballée par le projet que j'ai accepté. Et on a ensemble continué, enfin, créé cette cette aventure, chaîne. si je peux dire ça. Mhm. La chaîne s'appelait Soukabe. Oui. Soukabe, c'est un poulard, ça veut dire les enfants. On a choisi le Peul parce que c'est la langue la plus retrouvée sur le continent africain, 18 Mhm. pays exactement. Mhm. Les Peuls sont des nomades, hein, donc ça s'explique un peu. Oui. Et donc, avec Soukabe, on a créé du contenu pour enfants, du contenu qui prenait en compte toutes nos valeurs, tout le côté socioculturel, toutes ces questions-là. On a commencé à émettre, ça a duré 6 mois, Mhm. 6 mois pendant lesquels vraiment on a vécu une aventure extraordinaire. Mais on tournait sur fonds propres, on a eu beau présenter le projet à des investisseurs, on ne trouvait pas d'investisseurs assez emballés pour financer parce que finalement ils étaient tous d'accord sur le fait que c'était génial ce qu'on faisait, que c'était extra, que c'était d'utilité publique même, mais personne ne mettait ses billes. Donc C'est nous on compliqué. comprenait. Ah oui, mais ça c'est le problème que rencontrent la plupart des entrepreneurs. Hein. Et, euh, et donc moi à un moment donné j'étais essoufflée financièrement, donc tout simplement j'ai arrêté. Et je me suis remise donc à travailler. Je me suis remise sur le marché du travail. J'ai trouvé un emploi assez rapidement. Et j'étais frustrée. J'étais vraiment frustrée parce que je me disais, comment on passe de faire ce qu'on aime, quelque chose qu'on a choisi, qu'on crée de toutes pièces, à travailler pour quelqu'un comme ça, Mhm. un job alimentaire. Mhm. Ouais, Donc, c'était. je décide de créer mon agence de com et je commence, si tu veux, assez timidement parce que j'étais toujours employée salariée ailleurs. Oui. Et là, j'ai eu un coup de fil d'une de mes amies qui m'appelle et il lui est arrivé une mésaventure. Elle m'explique qu'elle a un client qu'elle a déjà presque signé, que c'est vraiment une opportunité incroyable, mais que malheureusement,
par rapport à ce qui lui est arrivé, elle ne peut pas honorer ses engagements et qu'elle voudrait savoir si je serais intéressée par reprendre ce marché. Alors, elle m'explique un petit peu et je comprends que ce marché-là, je ne peux pas le faire tout en étant avec mon Oui, employeur. C'est pas possible, c'était un job à plein temps. Donc finalement, il fallait réfléchir. J'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit, ok, Béa, ça c'est maintenant ou jamais, quoi. Et oui. c'est de là, si tu veux, voilà, ce fameux déclic, quoi. Je me suis dit, écoute, tu vas louper cette occasion-là parce que tu te dis que ça sera un one-shot. Mhm. Mais en même temps, enfin, vaut mieux un one-shot où tu as fait quelque chose qui demain te permettra peut-être de décrocher d'autres marchés, etc. Et d'enfin pouvoir te lancer pleinement dans ton activité que de continuer à travailler là où je suis pas épanouie, quoi. Dans cette première entreprise dont t'as parlé, cette première aventure entrepreneuriale où tu arrives sur un nouveau marché du travail, entre guillemets, que tu connais pas ni que tu maîtrises et que tu mets toutes tes économies que tu as sur ce projet-là avec toutes ces appréhensions, mais tu es tellement absorbé et convaincu de ce projet, je trouve qu'il y a une grande notion d'instinct de s'écouter et de se dire, bon, on va faire un peu abstraction de la raison. Je conseille à personne de faire abstraction de sa raison, mais de faire un peu abstraction de sa raison et d'y aller. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent sur à ce moment-là, à un moment ou à un autre, d'écouter son instinct. À quel point c'est important pour toi ton instinct déjà dans ta vie professionnelle, en fait dans ta vie globalement? Moi, je suis une femme, on a ce qu'on appelle l'instinct féminin. Ah, s'il est énorme. Il me trompe rarement, très, très rarement. Quand je veux menacer mon mari, c'est ce que je lui dis. Pauvre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais non, plus sérieusement, plutôt, je dirais que euh, l'instinct, il ne trompe jamais. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai pour habitude de dire que Oui, j'ai pour habitude de dire que l'instinct, en fait, c'est quand ton cerveau, il a pas le temps d'expliquer à ta raison. tu vois, c'est très bien dit. C'est Ouais. un peu. Non, ça s'explique pas en fait. Tu Oui. ressens les choses. Tu Oui. ressens et il faut pas refouler justement ce que tu ressens. Mm. Et quand tu le fais, en général, tu t'en mords toujours les doigts, hein. Tu as réussi à entreprendre au Sénégal et de créer une entreprise en fait qui roule. Tu dis que l'objectif hein, c'est créer une entreprise qui puisse marcher avec ou sans nous, qui l'avons créé. C'est un objectif à dire qu'on est sur une structure assez solide. Je sais qu'il n'y a pas de clé mystère, il n'y a pas de secret, il n'y a pas un arôme qu'on rajoute dans la sauce et qui fait que tout marche. Mais c'est quoi pour toi l'élément essentiel pour se mettre dans les meilleures conditions pour que ça aille bien? L'élément essentiel. Waouh, est-ce qu'il y a un seul élément? Non, ça, c'est dans un monde idéal. Ouais. Alors, moi, je pense que pour que ça marche, euh, il faut que tout le monde le veuille. Donc, c'est déjà très important d'être bien entouré. Oui. Si on parle uniquement de l'aspect professionnel, hein, donc pour une entreprise, Oui. les ressources sont très, très, très importantes. Aussi bien techniquement parlant que sur cet aspect humain-là. Oui. Je pense que c'est pas pour rien si maintenant on est dans une politique toujours de bien-être en entreprise, où les entreprises, elles investissent maintenant énormément dans tout ce qui est soft skills, etc., auprès de leurs employés, parce que on se rend compte à quel point c'est important. C'est important d'être dans un environnement bienveillant. Et je pense que ça, c'est le chef d'entreprise qui peut instaurer la vibe qui aura dans l'entreprise, quoi. Ouais, la culture d'entreprise. Merci. Voilà, c'est la culture d'entreprise, exactement. Et en général, elle ressemble à son fondateur. Qu'est-ce que, en fait, au final, entreprendre, ça t'a permis de découvrir sur toi-même? Plein de choses, mais que du positif. Oui.
Non, non, franchement, enfin, je savais pas que j'étais capable d'endurer et de autant de choses déjà, et que j'étais capable aussi d'aller de me dépasser, tout simplement, parce que c'est en fait quand on entreprend, on est toujours face à des risques et surtout quand c'est une petite entreprise, on est très souvent dans l'incertitude Oui. pour l'avenir. On est très souvent dans l'incertitude, donc c'est un sentiment qui est assez lourd à porter en tant qu'entrepreneur, parce que du coup, tu as des salariés, etc. Tu te dis, moi, je sais qu'il y a des moments où c'était comment je vais le mois prochain assurer les salaires. Est-ce que voilà, est-ce que ça va se passer comme il faut? Est-ce que les chiffres vont être bons, etc. Donc à chaque fois, il y a une espèce de pression, voilà, qui te gagne là. Et c'est-à-dire que je suis une personne stressée de nature. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à. J'avais, parce que je peux dire aujourd'hui fièrement que j'ai bien travaillé là-dessus, j'avais beaucoup de mal à gérer mon stress. Et puis surtout dans une activité comme la mienne, en plus, je te raconte pas, hein, créer un événement pour une personne et tous les imprévus qui peuvent arriver comme ça, enfin, tu stresses tout le temps, pendant tout le temps de l'événement. Permanent. Donc, si tu n'arrives pas à le gérer, ça peut être catastrophique. Et c'est vrai que ça m'a permis justement de travailler là-dessus. Je me suis rendu capable de faire pas mal de choses parce que bien souvent, on doute de soi. Donc, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en estime. Et tout ça, c'est l'entrepreneuriat qui m'a permis. Est-ce que c'est le fait d'entreprendre qui t'a poussé à vouloir te développer personnellement, de prendre conscience au fur et à mesure des faiblesses que tu peux avoir ou des brèches qu'il y avait en tout cas sur certaines choses et d'aller chercher les ressources pour travailler ces choses-là et pouvoir passer des paliers. Parce qu'on pense souvent que, en fait, on est toujours en phase avec son succès. Notre niveau de développement est toujours en phase avec notre niveau de succès. On se rend compte des choses, des paliers, des choses à développer, à travailler pour pouvoir aller sur un succès. Donc, on se développe personnellement, on réussit, on va atteindre des choses, on se développe. Et ça peut juste être aller s'approfondir hein, sur notre sujet, aller lire un bouquin sur l'événementiel, apprendre un truc, on se développe. Mais est-ce que tu as eu des moments et des phases comme ça là qui t'ont poussé à te développer? Mais complètement, complètement. Et je vais te dire même plus. Ça m'a tellement apporté que j'ai décidé de redistribuer. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en estime de moi-même, j'ai acquis ce leadership-là. On parle de quoi quand on dit confiance, estime, leadership? C'est les soft skills. Oui. Je me dis, tu as tellement de jeunes Sénégalais avec un potentiel énorme et tout, mais ce qui va les freiner à chaque fois, c'est ça. Un manque de confiance, un manque d'estime, tu vois. Et je me suis dit, mais comment je peux aider à mon tour? Et tout simplement, je me suis servi de ma propre expérience. Moi, j'ai été chercher des ressources pour justement m'améliorer sur ces questions-là. Donc, j'ai créé un programme qui s'appelle BYC, Build Youth Capacities. Tu peux aller voir sur YouTube. On avait lancé ça en 2019 et on a fait 5 éditions. Sur chaque édition, c'était 50 jeunes Sénégalais à qui on dispensait une formation sur les thématiques donc, de la confiance et l'estime de soi, le leadership. Et puis, il y avait aussi, donc on a fait un module aussi sur comment réussir son entretien d'embauche. Oui. Et puis, il y avait 4 heures sur l'entrepreneuriat. Et on leur donnait l'occasion de rencontrer un entrepreneur à succès qui venait partager, échanger avec eux. C'était surtout ça, c'était 4 heures vraiment d'échange et de Q&A. Mais c'est vrai que ce programme-là, pour moi, c'était... Ah non, pour moi, c'est une des plus belles choses que j'ai pu faire jusque-là. C'était 100% pro bono, mais j'ai adoré faire ça. Et c'est la Covid, si tu veux, qui nous a arrêtés. Hein. On est déjà en train de travailler sur les possibilités de reprendre ce programme-là. C'est une initiative à saluer parce que les jeunes Sénégalais sont tellement talentueux. Moi, j'en parle tous les jours. Les jeunes Sénégalais sont tellement talentueux. Si un Google venait s'implanter au Sénégal, il développerait un truc, mais et dans tout. Mais c'est juste qu'on n'a pas, en fait, au-delà des opportunités extérieures, etc., on n'a pas conscience de nos capacités.
Mhm. Mais surtout sur les questions numériques, technologiques, etc. Mais on a des talents mais incroyables. Moi, j'ai participé à un, un genre de TEDx à Paris. Oui. On m'avait invité pour parler de ma réussite en Afrique. C'est comme ça que ça s'appelait, Mm. réussir en Afrique. Donc, du coup, j'ai parlé un petit peu de mon parcours. Mais il y a quelque chose que j'ai dit à l'audience, c'était une audience principalement composée des diasporas africaines. Mm. Et je leur disais, mais en fait, est-ce que vous êtes au courant que genre, vous ne pouvez pas vous lever un beau matin et dire, je vais aller sauver l'Afrique? L'Afrique ne dort pas. Il y a Ben des non. talents incroyables, d'accord? Il y a des jeunes qui font plein de choses, qui bougent. Donc, il y a de la compétition déjà sur place. On ne vous attend pas. On n'a pas attendu, on n'attend pas ceux qui vont arriver, etc. Donc, ça, c'est quelque chose à remettre au clair, quoi. À chaque fois, Oui. je le dis, les gens sont persuadés qu'il n'y a rien et qu'ils vont arriver sur un terrain vierge avec de nouvelles idées et genre conquérir le continent. Mais non, il faut Ouais. arrêter de véhiculer cette fausse image-là de... Parce que c'est devenu une tendance, c'est un peu à la mode, le retour en Afrique. Tu sais, bon, moi, j'encourage vraiment tous ceux qui ont envie de Mm. le faire. Mm. Je pense qu'on a notre place et que voilà, notre continent a besoin de ses enfants. Donc, clairement, j'encourage les gens à le faire. Mais venez avec le bon mindset. Oui. Venez tout ça. C'est important de le dire. Et Ouais. à chaque fois que je parle de retour en Afrique, je tiens à dire ça parce que j'ai vu et j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont un peu sidérée. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas venir avec un mindset de colon, de dire que en fait, bah ils ont rien, ils savent rien, je vais tout leur apprendre et je vais tout changer. C'est vrai que il y a des gens et il y a des têtes bien faites. Je vais pas aller un peu en Wolof, mais j'avais un oncle qui travaillait à la douane. Il disait qu'en fait, ñëpp ñi dem extérieur, quand ils arrivent, ñu wecc leen seen xaalis, quand ils repartent, ñu abal leen xaalis. Donc quand, pour traduire, c'est juste des gens qui viennent de l'étranger, quand ils arrivent, on leur fait leur change. Et quand ils sont venus et qu'ils sont passés leurs vacances et qu'ils ont dépensé tout leur argent, en repartant, on leur prête de l'argent. Donc l'Afrique, c'est vrai ce que tu dis. L'Afrique ne dort pas. Il faut juste rentrer et venir avec le bon mindset de se mettre dans cette dynamique-là. On arrive sur la fin de cette discussion qui est passée très rapidement. On va finir sur des petites questions rapides. J'ai commencé par celle-ci que j'aime beaucoup. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose que je t'ai pas posée? Est-ce que tu m'avais déjà posé toutes les questions? Quelle question j'aurais aimé? Peut-être des questions basées sur le genre, parce que féministe. Hein. Donc, j'aurais aimé peut-être qu'on aborde ce côté-là, surtout ici au Sénégal. C'est vrai que c'est une question, je pense, qui concerne le monde entier. Hein. On est toutes logiques à la même enseigne, mais il y en a pour qui c'est encore plus difficile en fonction de là où elles se trouvent. Et c'est ma petite feinte pour ouvrir un avant-dernier segment avant de clore la discussion. Moi, j'ai une maman qui a entrepris au Sénégal. Elle avait son salon de couture. Elle avait des fois 17, 18, une vingtaine, on va dire une petite vingtaine de mecs, des couturiers, qui venaient travailler pour elle. Et chaque fois, on voyait dans leurs échanges, c'est une femme très forte, hein, et elle s'est battue pour pouvoir diriger des hommes, parce qu'on est dans une société très patriarcale. Comment toi tu le vis d'être chef d'entreprise, femme, au Sénégal, et est-ce que tu as l'impression, et quels sont en fait les challenges? Alors, sur ce sujet-là, ce que je peux te dire, c'est qu'on est sur les mêmes problématiques qu'en France, hein, les inégalités au niveau du salaire, des violences basées sur le genre. Il suffit de regarder un petit peu dans les médias sénégalais l'actualité. On a eu, il n'y a pas longtemps, un drame d'une jeune femme qui a dénoncé un harcèlement sexuel. C'est une agression sexuelle. Oui. Et il a suffi de voir comment les gens ont réagi face à ça. Je veux dire, son agression a été relayée au second plan. Oui. On a mis le côté politique en avant. Oui. Donc, c'est vraiment dire à quel point la condition féminine, elle est
très compliqué. On a toujours l'impression d'être relayé au second plan, comme pour cette histoire. On a toujours l'impression de devoir se battre pour nos droits. C'est pour ça que, j'allais dire pour nos droits qui sont des droits acquis, mais en fait, non, on se rend compte que non, ce ne sont pas des droits acquis. Ce sont des droits qui sont donc toujours mis entre parenthèses. C'est à nous de lever ces parenthèses-là, finalement. On se bat pour ça. On a exactement les mêmes problèmes que les femmes françaises. Pour avoir vécu des deux côtés, je peux te dire qu'on a exactement les mêmes problèmes. Et après, il y a aussi donc, d'autres questions qui sont plus culturelles qui vont s'ajouter. Moi, je prends pour ma part, je suis donc, comme tu l'as dit, mère, épouse, chef d'entreprise. Beaucoup de personnes vont porter un regard sur moi parce que pour eux, je passe beaucoup trop de temps en entreprise. C'est du temps que je ne consacre pas à la cuisine pour mon époux. Et c'est comme ça que les gens le voient. Et c'est malheureux, mais heureusement, les mentalités changent. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour ça. Mais c'est toujours pas suffisant. On est encore tout le temps, on fait face à des jugements, tout simplement parce qu'on est femme. Les jugements sont basés sur le genre. Moi, je fais partie de celles qui sont chanceuses, entre guillemets, parce que je ne le subis pas au quotidien. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir un partenaire de vie qui voit les choses de la même façon que moi. On a la même vision, on partage les mêmes valeurs, etc. Donc, je ne subis pas ce que d'autres femmes peuvent subir dans leur foyer. Je ne vais pas rencontrer de problèmes avec mon époux parce que je rentre à 21h le soir et que je ne lui ai pas mis son assiette sur la table, par exemple. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, après, tout est une question d'organisation et il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps. Donc, le temps que je ne vais pas passer avec mes enfants parce que je travaille, je vais trouver d'autres moments dans la semaine, le week-end, whatever. Je vais toujours trouver le temps pour mes enfants. Et du coup, on arrive sur sur le vrai dernier segment de cette discussion. Il y en a une deuxième qui arrive. C'est qui la personne, en fait, des petites questions rapides. C'est qui la personne qui a eu le plus d'impact sur toi? Ma mère. Est-ce qui aimerais-tu en fait rencontrer aujourd'hui en sortant de chez toi? Moi, j'aimerais bien rencontrer mon idole professionnelle, Oprah Winfrey. Quels sont 3 livres que tu recommandes? Une si longue lettre de Mariam Abba. Et j'en parle là parce que c'était bien de citer une auteure noire et cerise sur le gâteau sénégalaise. Le combo. Non, Super pauvre, qui est vraiment un super livre pour toute personne qui souhaite entreprendre. Un 3e livre, aide-moi. Moi, je te dirais Le miracle du matin, The Miracle Morning. Oui. Miracle Morning, tu as raison. Mais bon. Je suis en train de le lire, mais je ne me réveille pas encore assez tôt. 5 personnes avec qui tu aimerais partager un dîner pour avoir une discussion la plus en fait instructive possible. Alors, j'endors. Oui. Monsieur carrément. C'est Anta Diop. Ouais, bien sûr, mais tu arrêtes de me citer que des morts. Il y a des gens vivants qui sont là, qui sont bien. D'ailleurs, je suis obligée de rebondir là-dessus pour te dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille qui me disait moi, ce que je déplore vraiment au Sénégal, c'est que à chaque fois qu'on parle de personnes inspirantes, etc., on cite que des morts. C'est comme ça. Il y avait pas autour de nous d'inspirantes, il n'y avait pas de leader, etc. Je dis non, mais ça change. Tu as raison, il faut que ça change. Donc, je vais citer maintenant des personnes qui sont bel et bien là. Je vais dire Amadou Diaw, qui est le fondateur d'un groupe universitaire, je crois, c'est ça, oui. l'Institut supérieur de management.
Amadou Diaw, c'est un monsieur extraordinaire, tellement généreux, intellectuellement parlant. C'est la première personne qui m'a invitée à un dîner uniquement pour faire, si tu veux, en fait, il a un concept. Lui, il dit que c'est pas un concept, que c'est quelque chose qui fait naturellement et tout, mais enfin, pour moi, c'est un concept et il devrait même labelliser son truc. Ah ouais, oui. Aujourd'hui, c'est grâce à lui. Hein. Mm. C'est grâce à lui ce genre de choses aujourd'hui. Il connaît énormément de monde. Aujourd'hui, il est à la retraite. Alors, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il invite à sa table. En général, c'est plus ou moins 10 personnes. Et c'est des personnes qui ont tout un intérêt en commun. Donc, dans la plus grande subtilité, il invite tout le monde à dîner. Ah, c'est à quelle occasion? Aucune occasion. Venez dîner. Je vous invite à la maison. Et puis, on dîne. Donc, c'est vraiment très convivial. Les gens sont très à l'aise, comme à la maison. On est comme à la maison. On est entre amis. Et il présente chacun. Et ensuite, quand l'ambiance est vraiment bien détendue, il demande à tout le monde de faire un tour de table et chacun se présente, chacun dit ce qu'il fait dans la vie et tout. Et puis après, tu vois des petits groupes qui se forment naturellement, etc. Et lui, par la suite, il entend que 2 personnes ont créé une entreprise ensemble ou bien 2 personnes se sont mariées. Vraiment des histoires qui se créent grâce à cette rencontre chez Amadou Diaw. Et alors ça, je trouve que vraiment... c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, quoi. C'est connecter les gens comme ça et leur apporter une chance de pouvoir faire des choses ensemble, voilà, connecter les gens, quoi. Connecter les gens, c'est ça. Et moi, je réplique ça aujourd'hui. Je le fais chez moi, j'invite 5-6 personnes et puis voilà, le but est simplement de les connecter. Donc ça fait 3. Ouais, t'en as 3. 2 morts et 1 vivant. Le 4e, il est vivant et figure-toi que c'est Aboubakr, parce que comme ça, au moins, tu vas pouvoir... Là, il y a quand même cet écran qui nous sépare. Et la 5e personne, c'est ton épouse. Voilà, comme ça, j'ai mes 5. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci de nous avoir partagé tout ça vraiment en toute générosité, parce qu'on n'est pas... Il n'y a rien qui nous oblige à partager nos histoires, nos expériences et notre vie, et de pouvoir laisser les gens en bénéficier. Donc, merci beaucoup de nous avoir dit tout cela, et je te laisse le mot de la fin. Merci, un grand merci. Je ne pensais pas que ça allait être aussi plaisant, franchement. Je n'ai pas vu le temps passer. Bravo à toi pour ce que tu fais. Et moi, je suis vraiment admirative de toutes ces personnes-là qui créent de nouveaux médias dans le simple but de pouvoir partager, encore une fois, c'est le mot d'ordre aujourd'hui, mais que ça, partager les informations, partager les initiatives, etc. Donc un grand bravo à toi et puis à un de ces jours, j'espère pouvoir mettre en œuvre ce que je viens de dire, partager. Ce serait avec plaisir.